Une nation centrale, au sens figuré comme au sens propre, étant la plus européenne des nations d'Europe. Le fort symbolisme de l'Allemagne suscite des sentiments contradictoires de chez les gens, tout en liant le destin européen au sien. Aujourd'hui, nous allons explorer la géopolitique de l'Allemagne. Avant tout, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec vos proches. Votre aide est essentielle pour que je puisse continuer à vous apporter du contenu géopolitique authentique. Je m'appelle Géopolitique Mondiale et voici Géopolitique Mondiale. L'Allemagne est un pays situé au centre de l'Europe, partageant ses frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche, la Suisse, la France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark. Cela montre d'emblée quelque chose d'important. Ainsi, sa position se définit comme centrale au sens le plus littéral et large possible. Au sud, le pays possède des terrains montagneux, dominés par les Alpes, avec des plateaux et des forêts denses dans la région centrale et au nord du pays. Le Rhin, le Danube et l'Elbe, qui sont navigables, sont très utilisés et ensemble, ils forment un triangle d'activités économiques et humaines extrêmement robuste, et qui, ajouté à la position centrale du pays en Europe. Ce furent des forces pourtant naturellement motrices qui, depuis les temps anciens de l'époque de l'Empire romain, ont poussé les chefs de tribus, de royaumes et d'empires à se disputer l'influence ou le contrôle direct de la région. L'Allemagne abrite 7 grands fleuves qui sont navigables commercialement et qui jouent un rôle énorme dans la géoéconomie du pays. Le Rhin, par exemple, est le fleuve navigable le plus long d'Europe du Nord et la voie navigable intérieure la plus fréquentée du monde. Et après l'unification allemande, ce facteur fluvial ajouté à la position stratégique sur la plaine d'Europe du Nord a fait que les ressources européennes se sont dirigées presque automatiquement vers le territoire allemand et à travers ce territoire, facilitant ainsi pour les Allemands le contrôle des flux humains et commerciaux du continent. L'accès à la mer du Nord et à la Baltique a permis à l'Allemagne de devenir un leader des exportations, consolidant son économie parmi les plus prospères d'Europe et du monde. Les États allemands pouvaient aussi exercer une pression navale sur l'Angleterre, la France et la Russie en même temps. À partir de là, ils pouvaient également potentiellement isoler les pays d'Europe de l'Est de l'accès aux pays d'Europe de l'Ouest. Quant à la plaine du nord de l'Europe, elle a historiquement servi de pont d'accès terrestre pour les États orientaux et occidentaux de l'Europe. Et avec l'Allemagne située en plein milieu de cette plaine et les fleuves les plus vitaux d'Europe la traversant, l'Allemagne s'est retrouvée dans 2 situations extrêmement opposées. D'un côté, cette facilité fluviale, navale et terrestre a permis à l'Allemagne de se projeter militairement avec une relative facilité sur les autres pays, ou économiquement être un passage obligé pour les flux humains et matériels européens. D'un autre côté, cela la place aussi sous la pression constante de ses voisins et rivaux. En résumé, l'histoire allemande alterne entre des moments où elle exerce des pressions et d'autres où elle subit des pressions. Au début du XIXe siècle, ces territoires furent le cœur du Saint-Empire romain germanique, qui, en réalité, était une collection de petits royaumes, principautés et cités-États, modérément reliés entre eux par des facteurs culturels. La région a ainsi développé plusieurs centres de pouvoir politique et économique au fil du temps, sans qu'aucune région ne parvienne à contrôler totalement le pays ou à s'imposer complètement sur les autres. Après la chute de l'Empire romain, de nouvelles forces ont émergé dans les régions périphériques d'Europe au fil des siècles. Ces forces allaient fonder de grands empires, portugais, anglais, français, espagnols et russes. Et leur rivalité allait provoquer des effets de friction constante dans la région centrale de l'Europe, ce qui ferait que cette région resterait en permanence fragmentée. Cela a fait que, pendant plus de 1000 ans, la région a toujours été la cible de guerres, de génocides, d'occupations, d'immigrations, de troubles et de révoltes.
Un véritable chaos impossible à totalement soumettre et contrôler. Avec les empires anglais, français, espagnols à l'ouest, russe, la communauté polono-lituanienne et l'empire turco-ottoman à l'est, l'Europe centrale est restée fragmentée. Grâce à ces énormes forces gravitationnelles qui attiraient envers elle l'influence directe ou indirecte de la région. Cette énorme diversité culturelle, ethnique, linguistique et religieuse rendrait difficile pour toute nation de tenter de conquérir seule ce territoire et de le maintenir. Cependant, en raison des facteurs fluviaux et topographiques que j'ai mentionnés, les flux s'écoulaient naturellement vers l'endroit où se trouve aujourd'hui le pays qu'on appelle l'Allemagne. Cet effet finirait par rencontrer d'autres facteurs et le contexte qui allait compléter l'équation pour permettre l'unification allemande. En 1871, sous la direction d'Otto von Bismarck. La naissance de l'Allemagne est un événement si important que, dès le début, elle modifie tout l'équilibre des pouvoirs sur le continent européen. Avec une grande population, une énorme capacité industrielle et technologique, l'Allemagne est un État nouvellement né, excessivement puissant à cette époque. Qu'est-ce qui fait que les puissances périphériques que je viens de mentionner n'attiraient non plus l'Allemagne par leur gravité, mais se retrouvaient finalement attirées par l'énorme gravité allemande vers le centre de l'Europe? Et soudainement, elles se retrouvaient à rivaliser avec un acteur extrêmement puissant au sein d'une région historiquement considérée comme fragmentée. Ce qui aurait pour conséquence le début du processus d'affaiblissement des empires européens, qui devraient de plus en plus allouer leurs forces et leur attention à la région centrale de l'Europe. Il leur resterait donc très peu pour l'extérieur. Le mot qui définit l'Allemagne est l'organique géopolitique, c'est-à-dire que la naissance du pays et son existence se produisent naturellement par les forces de la nature. Cela devint évident dès la Première Guerre mondiale, l'Empire allemand et ses alliés affrontant les empires britanniques, français et russes. Mais en pratique, l'Empire allemand se battait presque seul, épuisant les forces de ces trois puissants empires, même s'il a été vaincu à la fin. La géopolitique allemande illustre parfaitement comment la géographie influence le destin des civilisations et de l'humanité. Car même après avoir été vaincue et humiliée à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, en raison de son rôle central et de son existence organique. Autrement dit, n'étant pas une création artificielle imposée par des forces extérieures, elle allait naturellement réussir à attirer de nouveau les énergies géopolitiques du continent européen, et en seulement 20 ans, redevenir la plus grande puissance du continent et déclencher la Seconde Guerre mondiale. Cette capacité à modifier la gravité européenne, qui auparavant se projetait vers l'extérieur du continent, mais qui désormais serait aspirée vers l'intérieur. La gravité allemande a fortement contribué à la fin de l'ordre mondial eurocentrique. Après tout, même après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a rapidement réussi à se reconstituer pour que, lors de la Seconde Guerre mondiale, elle puisse à elle seule surpasser toute la capacité militaire des pays européens, n'étant contenue que par deux forces extérieures à l'Europe, les titans géopolitiques que sont l'Union soviétique et les États-Unis. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants français, britanniques, américains et soviétiques savaient qu'il n'était qu'une question de temps avant que l'Allemagne ne redevienne une force gravitationnelle susceptible de déstabiliser l'Europe. Ainsi, la division de l'Allemagne de l'Ouest, sous l'influence franco-britannique et américaine, et de l'Allemagne de l'Est, sous l'influence soviétique. Ce n'était pas seulement un facteur allégorique du vainqueur sur le vaincu, mais plutôt une planification géopolitique approfondie visant à diluer cette gravité allemande afin d'éviter qu'elle ne devienne à nouveau trop puissante à l'avenir. Mais comme toujours, la géopolitique l'emporte sur l'idéologie et cela n'a servi à rien, car la géopolitique façonne à nouveau le destin comme inévitable. L'Allemagne, même dévastée, détruite, occupée et même divisée, allait se relever à nouveau. En 20 ans, elle est redevenue le centre de la richesse européenne, dépassant à nouveau ses voisins anglais, français et même russes. Cela surprend car l'Allemagne était alors divisée entre l'Allemagne de l'Est,
dans l'orbite soviétique, et l'Allemagne de l'Ouest, intégrée à la communauté économique européenne et à l'OTAN, assumant le rôle central et de leadership, mais cette fois sans utiliser ses forces armées. Et comme je l'ai dit, alors qu'elle était divisée. Ce qui provoquerait une énorme terreur dans l'esprit des dirigeants à Moscou, Paris et Londres, qui craignaient que si l'Allemagne était réunifiée, elle deviendrait trop puissante pour être contenue. Et par conséquent, cela provoquerait une troisième guerre mondiale. Cependant, malgré les efforts des puissances occidentales et de l'Union soviétique, la géopolitique prouve une fois de plus qu'elle dépasse inévitablement l'idéologie. Et en 1990, les deux Allemagnes seraient réunifiées, ce qui, en fait, a ouvert la voie pour que Berlin devienne la capitale d'une Europe unifiée. Mais cette fois, au lieu d'utiliser des chars, ils ont utilisé des banques et l'industrie. Ce qui finalement allait évoluer pour être symbolisé à travers la structure de l'Union européenne. C'est-à-dire, même après avoir été violemment dévasté 2 fois. Le destin semble pousser le pouvoir européen vers son centre, l'Allemagne, même lorsque celle-ci semble être détruite. C'est un cas de résilience et de récupération géopolitique, unique au monde. Son noyau géopolitique est justement consolidé à partir du triangle formé par les fleuves Elbe, Rhin et Danube. Et avec son noyau historique situé au nord, dans la région où se trouvait l'ancien État de Prusse. De plus, en raison de la forte culture et de la géographie centrale, ainsi que des faits que je viens de mentionner concernant les fleuves allemands et leurs petits affluents, l'Allemagne a réussi à déconcentrer ses capitales économiques, avec plusieurs autres villes importantes et centres commerciaux qui restent aussi puissants et influents que Berlin elle-même. Comme ceux de Seedorf, Essen, Dortmund, Francfort, Stuttgart et bien d'autres. À partir du fleuve Weser et de l'Elbe, leurs affluents reliant les agglomérations urbaines de l'intérieur du pays à la mer du Nord. Tandis que d'autres fleuves à l'est permettent aux Allemands d'atteindre la mer Baltique, le Danube, au sud, relie la ville industrielle de Munich à la mer Noire. En d'autres termes, l'industrie efficace et développée de l'intérieur de l'Allemagne n'a aucune difficulté à acheminer ses produits vers le marché mondial, grâce aux fleuves qui atteignent les mers et, à leur tour, les océans. En raison de son histoire pré-unification marquée par des États d'une grande diversité et rivalité, et après l'unification, devant faire face à des puissances voisines. Les Allemands ont été obligés de développer des compétences politico-politiques et diplomatiques extrêmement habiles, devant, à travers des alliances très compliquées, organiser l'équilibre toujours en leur faveur. Otto von Bismarck, l'unificateur de l'Allemagne, avait bien compris cela et, après l'unification, s'est retrouvé sous la pression des grandes puissances de l'époque, l'Empire britannique, français et russe. En utilisant ce qu'on appelle la realpolitik, une pratique politique de réalisme politique extrême dans les relations internationales, c'est-à-dire une politique étrangère basée sur des évaluations de puissance et d'intérêt national. Sur le plan intérieur, l'administration allemande a alterné entre des périodes et des gouvernements faibles, avec de forts régionalismes qui défendent l'autorité centrale. Avec des périodes de pic extrêmement autoritaires et forts qui limitent les libertés populaires afin de pouvoir contenir ces influences extérieures et ces régionalismes. Ce n'est pas un hasard ni une coïncidence si des figures illustres des théories militaires et géopolitiques qui ont influencé le monde à partir du XIXe siècle sont justement apparues sur ce territoire, là où se trouve aujourd'hui l'Allemagne. Comme Otto von Bismarck, lui-même en politique, Clausewitz dans les sciences militaires et Hatzel dans la géopolitique elle-même. Même des décennies après la réunification, la différence entre le côté socialiste et le côté capitaliste reste encore perceptible. Une partie de cette différence s'explique par la suprématie économique du capitalisme à l'ouest qui s'est mieux développé dans sa région que le côté gouverné par les socialistes, mais aussi grâce aux facteurs géographiques. Les fleuves navigables à l'ouest offrent un meilleur accès aux ports riches en capitaux et aux centres urbains d'Europe occidentale. Et les fleuves de l'est de l'Allemagne ont principalement accès à la région de l'Europe de l'Est,
qui, à cause du socialisme, est resté sous-développé plus longtemps et n'a commencé à se développer qu'après la fin de l'Union soviétique. Mais être la première économie d'Europe s'accompagne de responsabilités. La majorité des exportations allemandes vient des États membres de la zone euro. C'est pourquoi, si l'économie européenne s'effondrait, il y aurait une grave crise interne en Allemagne. Parce que son bien-être économique et social est directement lié à l'existence de l'Union européenne. C'est pourquoi Berlin a fait tout ce qui était nécessaire pour maintenir la zone euro comme un marché pour les produits et services allemands, visant toujours la stabilité intérieure, même à ses propres dépens. La concentration organique du pouvoir en Europe vers l'Allemagne après la guerre froide, cette fois-ci, n'a pas terrifié les autres nations européennes, surtout la France. Et cela s'explique par le fait qu'au XXIe siècle, l'ère des Titans a clairement montré que les Européens, en tant qu'États individuels, n'auraient aucune chance dans ce contexte de grande puissance continentale. Qu'est-ce qui a amené Berlin et Paris à parvenir à une sorte d'accord non écrit, mais qui règle pacifiquement les différends que le vieux continent avait? Dans ce genre d'accord tacite, il était clair que Berlin sera la capitale des affaires intérieures européennes, tandis que Paris sera la capitale des affaires extérieures de l'Europe. C'est-à-dire, tandis que l'Allemagne va orchestrer et organiser les affaires des États européens entre eux, à l'intérieur du continent, la France va se charger et défendre les intérêts des Européens en dehors de l'Europe. Cet arrangement a fonctionné jusqu'en 2022, mais la question demeure depuis l'invasion russe en Ukraine. Parce que si la France, rivale historique de l'Allemagne, est aujourd'hui apaisée, on ne peut pas en dire autant de son autre rivale historique, la Russie. Parce que, pour l'instant, l'OTAN s'est révélée très précieuse pour l'Allemagne, permettant à ses dirigeants de réduire les risques en cas de conflit avec les Russes. C'est pourquoi Berlin a été le principal sponsor, avec les États-Unis, de l'expansion de l'Union européenne et de l'OTAN, dans les anciennes nations du pacte de Varsovie et dans les États baltes. En effet, plus l'Union européenne et l'OTAN s'étendent vers l'Est, plus elle se sent en sécurité. L'Allemagne a le sentiment de créer une zone tampon efficace entre elle et la Russie. Cette perception déjà ressentie par les Russes a été récemment confirmée par l'ancienne chancelière du pays, Angela Merkel, qui a admis que les protocoles de Minsk signaient pour. Enfin, la guerre dans l'est de l'Ukraine, le 5 septembre 2014, n'était qu'une manœuvre pour gagner du temps. Pendant que les États occidentaux armaient et entraînaient en l'Ukraine pour, à l'avenir, l'intégrer à l'OTAN et à l'Union européenne, ce qui, évidemment, a affecté les relations avec le Kremlin. Cependant, s'opposer à la Russie a été problématique pour les Allemands, car ce facteur rend l'Europe de plus en plus dépendante de la protection des États-Unis. Ce qui, d'un côté, a été confortable pour les Européens, mais d'un autre côté, limite leur capacité à agir de manière autonome. De plus, la Russie a été le principal fournisseur d'énergie et de denrées alimentaires pour les Européens. Et la rupture de cette relation a favorisé les États-Unis qui, d'un autre côté, montrent de moins en moins d'intérêt à se positionner comme défenseurs de l'Europe ou comme policiers du monde. Et à mesure que d'autres puissances régionales s'impliquent dans le monde, cela sature la capacité de réaction des États-Unis. L'Allemagne et l'Europe courent un sérieux risque d'être reléguées au second plan, surtout si des menaces contre les États européens venaient à surgir de l'intérieur même de leurs propres entrailles. Avec l'extrémisme islamique et les tensions raciales anti-européennes croissantes en Europe, dues à l'immigration, en fin de compte, aujourd'hui, le principal défi géographique de l'Allemagne est de préserver son unité territoriale et surtout son identité. Ayant déjà signalé il y a des décennies que sa population commencerait à stagner. Les années 2020 marquent le plafond de la capacité productive allemande, avec la majorité de sa population partant enfin à la retraite. Ce qui a poussé les gouvernements, anticipant cela et craignant un effondrement économique, à chercher des moyens d'atténuer ces effets
en adoptant comme principale mesure l'encouragement et l'accueil des immigrés. Cependant, ce qui semblait être une bonne idée, comme pour d'autres pays européens, s'est finalement révélé être un risque très élevé, car avec des immigrés hostiles à leur culture et à leur race. Non seulement la main-d'œuvre allemande n'a pas augmenté comme prévu, mais en plus les Allemands se sont soudainement retrouvés confrontés à des problèmes de criminalité auxquels ils n'étaient pas habitués. Les options de l'Allemagne sont donc d'accepter un rôle secondaire dans le monde, ou alors de planifier avec la France une position propre, qui défende ses propres intérêts sans avoir besoin de dépendre des États-Unis. Si c'est ce deuxième cas, alors le problème est que l'Allemagne devra rétablir ses relations précisément avec la Russie. Et plus que cela, renforcer ses relations. Car si la Russie est, d'un côté, la plus grande menace pour le pouvoir allemand, d'un autre côté, ironiquement, les Russes ont été les garants de la stabilité européenne. Et protéger son flanc et rétablir l'approvisionnement énergétique, alimentaire et minéral avec la Russie sera fondamental pour l'Allemagne. Et cela parce que les Allemands doivent encore résoudre leurs problèmes internes liés à l'immigration. Sinon, ils risquent de devenir victimes d'un taux de remplacement démographique et, à l'avenir, l'Allemagne cessera d'être allemande. Quoi qu'il en soit, le destin de l'Europe est lié à ce que l'Allemagne décidera ou non de faire. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et de partager la vidéo avec tous vos contacts. Et jetez un œil à mon autre chaîne Horizon Futuriste où j'aborde des thèmes de science-fiction de manière réaliste et scientifique. À bientôt et à la prochaine vidéo.